notre émission. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue. La composition du plateau sans plus tarder, ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau donc, Kémy Séba, bonjour. Bonjour, cher frère. Vous êtes président de l'ONG Urgence panafricaniste. Un plaisir de vous avoir face à vous et sur ce plateau avec moi pour animer cette émission. Nous, bonjour. Bonjour Joannès Toarou, bonjour également à nos amis téléspectateurs. C'est Kémy Séba, soyez encore une fois la bienvenue dans les studios de Sika. Merci à vous. Bonjour, cher frère. Alors, Joannès Toarou le disait donc à l'entame de cette émission, c'est beaucoup plus le Cameroun, 87 ans déjà, et dans 6 au pouvoir. On demande encore un 7e mandat au peuple camerounais et déjà une vingtaine de partis politiques accompagne donc le chef de l'État actuel, Paul Biya, et comme quoi il constitue l'assurance tout risque pour le Cameroun. Est-ce que pour vous, il a déjà trop duré au pouvoir? Moi, je l'appelle Duncan MacLeod. Alors, je ne sais pas ceux qui connaissent cette série Highlander. C'était un samouraï ou quelqu'un qui tenait une épée, en tout cas, et qui traversait les époques. Ben, c'est un peu comme Paul Biya. Il était là à l'époque de l'indépendance. Il était là à la période du néocolonialisme, il est là à l'époque du néolibéralisme, l'ultralibéralisme mondialiste que nous connaissons au début du XXIe siècle. Et je suppose qu'il sera là quand ma fille aura son bac et qu'il sera là peut-être même quand ma fille deviendra grand-mère. Plus sérieusement, il arrive un moment où il faut qu'on se pose un minimum de questions. On a un des pays les plus prometteurs du monde aujourd'hui, en ce qui concerne en tout cas le continent africain, que le Cameroun. Quand on voit ce que le Nigeria est, le Cameroun pourrait être aussi cela sur bien des points, sur l'aspect économique, sur le côté politique, culturel et autres. On a un pays où la gabégie financière, où le pillage des ressources naturelles est effectué, certes par l'extérieur, mais aussi effectué par la caste au pouvoir. Il n'y a aucune remise en question de ce dirigeant dont le palais présidentiel se trouve à Genève, dans son hôtel privé, malheureusement. Et il arrive un moment où il faut qu'on se pose des questions de savoir où est-ce que notre peuple veut aller. Si on n'est pas capable, à un moment, de prendre nos responsabilités par rapport à la manière dont les choses sont en train de se dérouler, il ne faudra pas qu'on se plaigne d'être dirigé par des momies. Et quand vous le prenez ainsi, c'est à croire que vous n'êtes pas en phase avec la classe politique camerounaise. Quand on dit qu'il y a une vingtaine de formations politiques derrière Paul Biya aujourd'hui. Elles sont payées combien? Une vingtaine de formations politiques d'opposition, il faut préciser, qui ont appelé à voter pour Biya à cause de l'Union nationale. L'Union nationale. Il est le seul qui puisse réellement régler les problèmes. L'Union nationale qui a été payée combien? Parce qu'on sait comment ça se passe au Cameroun. Aujourd'hui, on est dans une démarche. Si je te donne une enveloppe, tu deviens mon premier louangeur, le premier champion de l'Atalakou, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est pas peuple au Cameroun. Mais vous êtes responsable de vos propres... Et je suis tout à fait d'accord, sinon je ne serais pas là. Je le dis tout le temps, que dans la plupart de nos régimes, on est dans des régimes, des républiques bananières, où pour plaire au chef, on est capable de tout faire et tout dire en échange de quelques enveloppes. C'est un drame absolu. Et le cas du Cameroun l'illustre parfaitement, mais vous avez tout à fait raison. C'est le cas dans bon nombre de pays africains. On aura l'occasion de le dire tout à l'heure. Et Kémy Séba, que doit-on faire aujourd'hui pour régler les problèmes de sécession au Cameroun? On sait qu'il y a Boko Haram qui avance, qui arrive encore à perpétrer... Sponsorisé par qui? Je ne sais pas. Vous allez répondre forcément à cela. Mais dites-moi, que doit-on faire aujourd'hui, Kémy Séba, pour régler les problèmes de sécession? Déjà, il arrive un problème, il arrive une situation, un constat, à mon sens, que l'on se doit d'avoir. De l'ostracisation de l'homme par l'homme naît la volonté pour l'homme ostracisé de se constituer sa propre puissance. Quelles que soient les manipulations exogènes et endogènes qui sont présentes en ce qui concerne le dossier anglophone, il n'y aurait jamais eu cette situation s'il n'y avait pas eu, dès le commencement, une gestion égalitaire, j'ai envie de dire, en ce qui concerne toutes les régions. On sait comment ça se passe dans nos régimes post-coloniaux. Entre guillemets post-coloniaux, puisque nous sommes toujours en réalité sous dépendance. C'est que la plupart des pouvoirs ont été centralisés dans les capitales, et ces pouvoirs centralisés ont eu à leur tête des dirigeants qui ont toujours soutenu et, comment dirais-je, protégé ou surévalué financièrement, économiquement et autres, et encore, on peut en discuter, les régions où leurs ethnies sont majoritaires, et ont laissé de côté d'autres régions qui étaient peut-être un peu plus enclavées. On a eu le cas de la Casamance avec le Sénégal, et on peut trouver ces cas un peu partout dans nos pays d'Afrique francophone, et j'ai envie de dire aussi anglophone. Maintenant, moi, je pense que l'avenir du Cameroun, si on doit être concret, si on doit être réel, il se trouve dans la société civile. C'est-à-dire que de cette société civile devrait naître un consensus. Le Cameroun est l'un des pays les plus politisés de la planète. Quand vous parlez avec le vendeur de poissons, quand vous parlez avec le vendeur d'arachide ou la vendeuse d'arachide, ils ont une analyse, ou elles ont une analyse
politique des choses qui dépassent l'entendement. On pourrait même les engager ici à Sika TV. Et je ne dis pas qu'ils seront meilleurs que nous autour de ce plateau, mais ce sont des gens extrêmement prégnants. Mais le problème, c'est qu'on les exclut, on les astreint à résidence de la non-décision en ce qui concerne de l'inéligibilité, en ce qui concerne la capacité à pouvoir représenter le pays. Et c'est toujours cette microcaste ultra gabégique qui est dans une démarche oligarchique complètement, qui réunit tous les leviers du pouvoir, qui est dans une logique de corruption systématisée. J'ai jamais vu un pays, dans tous nos pays, il y a la corruption. Mais en Afrique francophone, le Cameroun, c'est, je pense, en termes, si ça devait être la Ligue des champions de la corruption, le Cameroun ferait partie, peut-être serait le Real Madrid ou le Barça. Et Paul Biya serait Lionel Messi. Et pourtant, je le dis et je le répète, l'un des pays potentiellement les plus révolutionnaires, c'est le Cameroun. Je n'ai jamais vu une jeunesse aussi déterminée que la jeunesse camerounaise sur bien des points. Et il faut qu'on se pose des questions sur ces réalités. Vous n'allez pas quand même faire campagne pour quelques candidats ici. Mais est-ce que vous pensez non, je ne fais campagne pour personne. Non, mais est-ce que vous pensez qu'au niveau du Cameroun aujourd'hui, en dehors de Paul Biya, il y a quelqu'un qui émerge? On parle de... J'ai pas envie de citer des noms plus que d'autres, mais je voudrais juste revenir sur un nom qui, moi, m'intrigue. Maurice Kamto, avec lequel j'ai de nombreux désaccords, qu'on soit très clair. Il s'est prononcé sur la souveraineté monétaire, je l'ai trouvé très évasif, objectivement. Et sur la souveraineté africaine, ça n'a pas été sa préoccupation première. Mais donc je ne parle pas de lui pour dire que je le soutiens. Mais je constate une chose que je n'aime pas en tant que panafricaniste, c'est quand j'entends des propos de gens qui le stigmatisent parce qu'il serait Bamileke. Je pense qu'il faut qu'on arrête, on est au XXIe siècle, il faut qu'on arrête avec ce tribalisme caricatural et puéril qui existe à l'heure actuelle dans nos pays africains. Attaquons les gens pour leurs idées, pas pour leurs ethnies. Parce que si on va sur ce terrain-là, c'est la porte ouverte à toutes les plus grandes déflagrations politiques, sociologiques et économiques aussi pour nos pays. Voilà, une caution de 30 millions de francs CFA, soit quelques 45 660 € exigés pour les prétendants à la présidence au Cameroun. Ce montant est-il juste de votre avis? On sait par exemple, Camille Seba, qu'en RD Congo, il faudra au moins 1 000 $. Moi, je vais vous dire une chose. Je pense que tant qu'on confisquera le pouvoir politique, et on le donnera uniquement aux mains de ceux qui ont les moyens, on sera toujours face à des régimes politiques qui seront en déphasage avec la réalité des peuples. La majorité de nos peuples vivent dans des conditions d'une extrême précarité. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit quelqu'un qui n'a absolument rien, qui n'a pas d'argent, qui n'a jamais travaillé, qui accède au pouvoir. Mais je dis qu'il faut qu'on s'assoie en harmonie avec la représentativité de la population. Si vous n'avez pas quelqu'un issu du peuple qui est capable de comprendre les problèmes du peuple, on ne pourra pas avancer. La plupart des gens ne connaissent même pas de ces dirigeants-là qui vivent dans des conditions, qui ont 3 voitures, qui ont 5 villas. Est-ce que eux, ces derniers, peuvent comprendre la souffrance d'un peuple qui est astreint à la difficulté extrême de pouvoir, comment dirais-je, combler sa famille, nourrir sa famille ou joindre les deux bouts du début à la fin du mois? Je pense qu'on a besoin de gens, comme disait Thomas Sankara, qui sont en harmonie avec les réalités du peuple, et les cautions exigées dans ce pays pour se présenter, pour moi, ne sont pas en phase avec les intérêts des populations. Voilà. Vous êtes aussi d'avis quand même que le chef doit être à l'abri du besoin pour ne pas verser dans la corruption. Sankara n'était pas riche, mais Sankara était l'un des présidents les moins corrompus. Il y a des présidents en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire ou ailleurs qui avaient beaucoup d'argent avant d'arriver et qui sont d'une extrême corruption. Et c'est le cas dans bon nombre de pays. Donc ce n'est pas la richesse qui fait la non-corruption, c'est les principes. Et je pense que tant qu'on mettra l'argent ou le capitalisme au centre des choses en ce qui concerne le pouvoir décisionnaire politique, on ne comprendra pas comment on peut avancer. Quelqu'un peut être riche avant d'arriver au pouvoir et vouloir s'enrichir encore plus une fois qu'il arrive au pouvoir. Il y a plein de cas. Je ne citerai pas d'exemple. Donc qu'on ne me sorte pas que c'est la richesse qui met à l'abri de la corruption, c'est les principes. C'est mon point de vue. Voilà, je voudrais rectifier que la caution est bien de 100 000 $, si je ne m'abuse, pour candidater en RD Congo. La transition est toute trouvée, on parlera de la RD Congo aussi, avec votre onction. Le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo est rentré au pays. L'homme y entend prendre sa place pour les scrutins à venir. D'abord, votre regard sur le procès en appel qui a miraculeusement, on peut le dire, permis sa libération. Alors, quels que soient les actes pour lesquels les frères ou sœurs, mais surtout les frères, sont présents à La Haye, rien ne justifie que cette cour-là soit présente pour nos dirigeants ou pour des politiciens africains, ne soit pas pour Sarkozy, pour Bernard-Henri Lévy, et pour Tony Blair et pour tous les malfrats qui sont à la tête de ces régimes qui ont mis à feu à sang le Moyen-Orient et le continent africain. Ça, c'est un premier point. Donc quand je vois un Africain qui sort de La Haye, quel qu'il soit, je suis heureux. Ça, je tiens à le dire. Maintenant, il faut qu'on aille sur le fond. Jean-Pierre Bemba, j'ai moi-même fait de la prison à 3 reprises. Pour mes convictions politiques,
je suis toujours heureux que quelqu'un puisse sortir et retrouver la liberté. Quand on doit juger quelqu'un, qu'on le juge en fonction de certaines réalités et en fonction aussi des intérêts du peuple dans sa globalité et pas d'une partie du peuple au détriment des autres. Maintenant, Jean-Pierre Bemba, moboutiste si je ne m'abuse, en tout cas issu de cette famille, de ce courant-là, est-ce que c'est quelqu'un qui va changer le Congo? Il y a une chose qui est certaine. Rien ne peut être pire que la manière dont le régime est dirigé et géré par le président Kabila aujourd'hui. Moi, je le dis comme je le pense. Ce pays est un no man's land. La direction du Congo, la République a démocratisé du Congo, se remplit les poches et sa seule obsession et sa seule mission, j'en assume les conséquences, vous n'êtes pas responsable, mais je le dis comme je le pense, d'accord? On a aujourd'hui l'un des pires génocides qui se passe du côté de l'Est du Congo, au Kivu. Les femmes sont violées, c'est devenu une habitude, d'accord? On leur déchiquette l'hymen, c'est devenu une habitude. On leur transmet le sida, c'est devenu une habitude. Je n'entends pas Kabila se prononcer sur ce terrain-là. C'est un irresponsable politique à mes yeux, et le fait qu'il parte sera un soulagement pour toute l'Afrique dans sa globalité. Maintenant, est-ce que Jean-Pierre Bemba sera différent de Kabila? Oui. Est-ce qu'il fera mieux que Kabila? Tout reste à prouver. J'attends de voir. J'aimerais aussi savoir dans quelles conditions il a été libéré, que nouveau ce volte-face, qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain il devait être condamné à de très longues années. Il a déjà fait, si je m'abuse, 8 ans, 10 ans de prison, et il sort. J'aimerais avoir les accords, parce que pour vous dire les choses telles qu'elles sont, j'ai pas envie de retrouver un deuxième cas à la Mandela, où on a une personne qui est emprisonnée pour une longue durée, et du jour au lendemain on décide, après avoir signé des contrats, de le libérer, mais à condition qu'ils soient en harmonie avec les intérêts occidentaux. J'ai pas envie de ça. J'aimerais que ce soit autre chose, mais il faut qu'on soit concret. Bemba a beaucoup plus une stature de chef d'État que Kabila. J'ai aussi une personne qui est un ami, je le dis, moi je suis pas dans le tabou, Félix Tshisekedi, qui lui aussi aspire peut-être aux responsabilités. C'est un ami, mais je le dis clairement, quelqu'un comme Bemba me paraît aujourd'hui être le candidat le plus plausible en termes d'influence, en termes d'impact vis-à-vis des masses. Il y a quelque chose que les autres responsables politiques congolais n'ont pas. Il suffit juste d'être un observateur sérieux pour... De ce point de vue, vous partagez l'avis donc de Bemba qui pense que l'opposition doit s'unir pour faire face éventuellement à un candidat de la majorité? C'est sûr. Je pense que l'opposition, si elle va en rang dispersé, va se faire corriger. On va se retrouver avec la Kabylie pour encore longtemps. Ou la Kanambi pour encore longtemps. Et je pense que tout le monde doit aller vers un seul même objectif. Est-ce que Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi accepteront d'aller en rang serré avec Bemba? Ce n'est pas sûr, mais je pense que si l'intérêt du peuple prévaut sur l'intérêt des égaux de chacun, je pense qu'on pourra aller vers quelque chose de constructif. Alors, mais tout reste à faire, et rien ne dit qu'une fois au pouvoir, Bemba aura une politique souverainiste, autodéterminée, qui profitera aux Congolais. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Moi, le premier, je le souhaite profondément, et si j'ai l'occasion de rencontrer Bemba, je discuterai longuement avec lui sur ce sujet. Alors, il y a un autre acteur donc, du jeu qui estime que aujourd'hui, Bemba, comme vous le pensez, si entre-temps on choisissait quelqu'un dans ce camp, c'est de la rupture, de la continuité, ben lui, aujourd'hui, transcende avec toute cette réalité et pense que la misère du peuple, c'est bien sûr du fait de ses différents responsables. C'est lui, Alain Daniel Tchekomba, et aujourd'hui, il se dit candidat indépendant et il veut changer le visage de la RD Congo. S'il peut le changer, pourquoi pas? Est-ce qu'il a des chances de le faire? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup de chances d'être élu. Je suis pas sûr que ce soit le candidat le plus populaire en RDC aujourd'hui. Mais s'il est vraiment dans une démarche... Il n'est pas des moindres quand même. Je suis pas sûr que ce soit le plus populaire, c'est juste ce que je dis. Mais s'il a la possibilité d'aller au bout de ses objectifs et qu'il est en harmonie avec ses propos, je serais le premier heureux. Et moi, je l'encouragerais. La seule chose que toute l'Afrique veut aujourd'hui, ce sont des gens qui, à la tête du Congo, fassent en sorte que les Congolais puissent profiter de leurs propres ressources naturelles. Le Congo est le cœur du continent africain. D'accord ? Comme le disait Simon Kibongu, le jour où le Congo se relèvera, c'est l'humanité qui se relèvera dans sa globalité. Moi, je suis convaincu que le Congo a un rôle précis en termes de moteur du continent africain, et dès lors qu'il sera libéré des coups et des agressions systémiques qui sont effectuées par l'oligarchie d'Occident et par l'oligarchie de cette région-là en Afrique centrale, eh bien, je pense qu'il y aura beaucoup de chances que le continent africain puisse être